alors une pléiade de stars en toute simplicité. Cette extérieure nuit après le soir 3. Dans la nature, Vania a découvert une plante si absorbante qu'elle aide à réguler le niveau des eaux. Cette plante, c'est la sphaigne. La nouvelle Vania Ultra contient de la sphaigne. Comparons la sphaigne à une autre matière absorbante. Versons l'équivalent d'une journée de règles et posons-le sur la sphaigne de Vania Ultra. Regardez, tout est absorbé, diffusé, capté. Et en plus, Vania Ultra est tellement mince. Vivez en toute liberté avec la nouvelle Vania Ultra. Un système d'absorption unique au monde dans une serviette ultra mince. Pour retrouver juste ce qu'il faut de nature et de minéralité, au minéral Valvert, l'eau à l'état sauvage. Et vous, qu'est-ce que vous préparez pour le dîner? Ce soir après le ciné, je vais nous faire des pâtes et des noisettes d'agneau. Mais attention, hein, j'ajoute toujours mon petit plus. Un bouillon magie. Ce soir, c'est le bouillon aux légumes. Quand il fond dans l'eau et que les pâtes s'imprègnent de ce petit goût de légumes, il faudrait donner un autre nom aux pâtes. Bon alors, ça vous dit? Pas mal le programme. Magie, magie. Du camembert le châtelain, mon camembert préféré. Oh, quel moelleux, quel caractère. Ça, c'est pour moi. Non, pour moi. Camembert le châtelain, goûtez et vous comprendrez. Le matin, au petit déjeuner, la finesse d'un thé Lipton Yellow pour réveiller tes sens à 100%. Tu goûtes 100%. Tu vois 100%. Tu sens. Tu entends 100%. Avec Lipton Yellow, tu es en forme toute la journée. Lipton Yellow, t'es 100%. Le bâton de berger meilleur que le bâton de berger. Oh là, stop. Chut, parce qu'on rigole pas avec ces choses-là. Allez, allez, détendez-vous, hein, et goûtez le nouveau bâton de berger avec sa recette plein goût. Sincèrement, hein? On peut dire encore meilleur, non? Incroyable. Comment vous avez fait? Allez, dites-le moi, on est entre nous, là. Non, je le répéterai pas, c'est juré. Bon, y a pas d'heure pour en manger. Du nouveau bâton de berger. C'est si bon, oh là là, c'est si doux. Les cheveux ternes, fatigués? Non merci. Moi, je veux qu'ils brillent de santé. Voici Performance Hydratance, innovation des laboratoires de L'Oréal. Pour la première fois dans un shampoing, des hydrocapteurs, puissantes molécules hydratantes pour ressourcer quotidiennement vos cheveux. Résultat, leur brillance. Avec Performance Hydratance, mes cheveux gardent leur équilibre naturel d'hydratation. La preuve, leur brillance éclatante. Performance Hydratance de L'Oréal, la science extrême du cheveu. Plugins de Breeze, branchez-le. Hé, ça marche. Branchez-le, branchez-le. Plugins, c'est facile. Plugins pour 45 jours de fraîcheur parfumée. Plugins de Breeze. Et maintenant une nouvelle forme. Breeze, changez d'air. Le goût Vivagel. C'est le goût du temps où l'on avait du temps. Le temps d'émincer. Le goût de cuisiner. Vivagel, le goût du temps où l'on avait du temps. Découvrez la douche crème Obao spéciale peau sèche. Concentrée en actif hydratant, la douche crème nourrissante Obao vous enveloppe chaque jour de confort et de douceur. Douche crème Obao, soin spécial peau sèche. Un conducteur doit pouvoir faire face à l'imprévu, à tous les imprévus. Xantia ajoute
autofreinage ABS, une suspension active pour que votre maîtrise reste totale. Et pour les plus imprévisibles des imprévus, Xantia possède un habitacle renforcé. Vous n'imaginez pas tout ce que Citroën peut faire pour vous. Un tac-au-tac, s'il vous plaît. Bonjour. Je voudrais ces bottes en 38, s'il vous plaît. Vous en avez? C'est du poulain. Et alors? Elle coûte 2000 francs, mademoiselle. Je crois que ça va. Je viens de gagner 2 millions. En 38, c'est ça? Tac au tac, gratté 2 fois, retiré jusqu'à 2 millions de francs. Pour ceux qui douteraient encore que tous les enfants sont des pervers polymorphes, La guerre des boutons, jeudi sur France 3. Allez, on se réveille. Vous n'imaginez pas ce qu'un macaque peut faire dans un festival international de dressage. Et un homme donc. Une colombe joue les alpinistes. Un singe, les jardiniers. Et les vers flirtent avec les couteaux. Mardi 20h50, Cirque de Massy, animaux et dresseurs, fameux complices sur France 3. Quatre avions des forces serbes bosniaques abattus ce matin par l'OTAN pour avoir violé l'espace aérien de Bosnie et les résolutions de l'ONU. Moscou, cette fois, ne condamne pas l'action de l'OTAN qui, d'après Washington, est distincte de l'opération Sarajevo. Les Serbes ont-ils voulu tester la fermeté occidentale? Jusqu'où la Russie peut-elle se désolidariser du camp serbe? S'agit-il d'une nouvelle étape dans l'engrenage militaire? L'opinion croisée de deux experts. À Paris, Jacques Krupnik, spécialiste des Balkans et de l'histoire serbe. Et à Moscou, Dimitri Yakouchkine, éditorialiste aux Nouvelles de Moscou. Bonsoir, le souffle de la reprise commence à réchauffer l'économie française et le chômage, même s'il continue d'augmenter, ralentit le rythme. Autant de signes et de chiffres qui expliquent l'optimisme très prudent du Premier ministre aujourd'hui, mais la mobilisation syndicale et étudiante contre les contrats d'insertion professionnelle des jeunes continue de durcir. Isabelle Billet. Riposte sur le terrain d'abord, et c'est l'UNEFID, le syndicat étudiant, qui la met en œuvre avec un appel à la manifestation jeudi prochain. On appelle l'ensemble des étudiants, des lycéens, des élèves en IUT, en BTS qui sont touchés par ce SMIC jeune à venir manifester. On appelle par ailleurs à la constitution d'un comité national pour le retrait du décret instaurant le SMIC jeune parce que c'est véritablement un scandale. Les étudiants ne sont pas seuls à mener leur action. Ils ont été rejoints par la CGT qui a co-signé l'appel, ainsi que par des syndicats d'enseignants et de parents d'élèves. L'autre riposte s'est préparée à quelques centaines de mètres. Elle se jouera sur le terrain des négociations. 4 syndicats, CFDT, FO, CFTC et CGC, se sont réunis cet après-midi pour mettre au point un texte commun, unanime. Ils disent non au contrat d'insertion professionnelle. Je crois que c'était très clair. Nous avons demandé le retrait des décrets d'application du CIP. Pour l'instant, nous n'avons pas prévu de manifestation. Nous attendons la réponse du Premier ministre. Et la réponse, ils l'attendent jeudi, date à laquelle le gouvernement doit ouvrir une table ronde sur l'emploi. Mais le Premier ministre a d'ores et déjà, aujourd'hui, donné sa position. J'aimerais bien que l'on mette fin à cette sorte d'hypocrisie qui consiste à la fois à se lamenter sur le chômage des jeunes que nous avons trouvé, c'est pas nous qui l'avons créé, et que nous essayons de résorber, et en même temps de critiquer toutes les mesures que l'on veut prendre lorsqu'on veut en prendre pour offrir un emploi, un revenu, une formation à des jeunes. Le gouvernement appuie sa fermeté sur des chiffres plutôt encourageants. D'abord la stabilité du taux de croissance du chômage en janvier, plus 0,1%. Et puis le chiffre de croissance, plus 0,2% pour le PIB au 4e trimestre. C'est mieux que prévu et cela confirme une lente sortie de la récession.
4 jours après la tuerie d'Hébron, encore des affrontements aujourd'hui entre l'armée israélienne et des manifestants palestiniens. Ce soir, le Premier ministre Yitzhak Rabin se dit prêt à accepter une présence civile internationale à Gaza et Jéricho, comme le demande Yasser Arafat. Mais le Fatah annonce une rupture de la trêve militaire avec Israël observée depuis l'accord de septembre dernier. Isabelle Billet, Éric Thibault. 4e journée d'affrontement dans les territoires occupés. Cette violence a fait 17 victimes depuis le massacre du tombeau des patriarches. 2 aujourd'hui, un homme de 70 ans à Hébron et un manifestant de 25 ans à Naplouse. Toute la journée, les heurts se sont poursuivis entre les jeunes Palestiniens et l'armée israélienne. À Jérusalem, le Premier ministre Yitzhak Rabin a invité les Palestiniens à revenir à la table des négociations malgré le sang et les larmes. Mais l'OLP rejette les mesures prises par le gouvernement israélien. Elle juge insuffisant le désarmement de quelques colons. L'organisation palestinienne attend ce soir une décision ferme du Conseil de sécurité réuni à New York. Elle réclame l'envoi des troupes de l'ONU dans les territoires occupés. Le Premier ministre israélien se dit prêt à accepter une présence internationale civile dans la bande de Gaza et à Jéricho. Dernier hommage à Yann Pia, des dizaines d'élus et d'habitants ont défilé à la mairie de Lalonde-les-Morts où une chapelle ardente a été dressée. Quant à l'enquête, elle progresse dans la plus grande discrétion. Les policiers ont perquisitionné au domicile varois et parisien du député. Les premiers éléments concernant les 2 tueurs ont pu être réunis. Ces indices orienteraient l'enquête vers la piste de la pègre locale. C'est le patron des affaires criminelles, Ange Mancini, qui coordonne l'enquête. Jacques Médecin pourrait être extradé. C'est ce qu'a décidé la justice uruguayenne en première instance. Mais l'ancien maire de Nice, réfugié en Amérique du Sud depuis septembre 90, devrait faire appel. L'affaire peut encore durer 3 mois. Pour l'instant, Jacques Médecin reste détenu à la prison de Montevideo. Les 3 pirates de l'air se sont rendus. Ils avaient détourné un Boeing 727 des lignes intérieures d'Air Algérie sur l'aéroport d'Alicante en Espagne. Les 127 personnes à bord de l'avion ont été libérées, mais ce soir, on ne connaît ni l'identité ni les motivations des 3 preneurs d'otages. Dès demain, le nouveau code pénal entrera en vigueur. Il remplacera le code Napoléon qui datait de 1810. Ce nouveau texte prévoit la perpétuité réelle. Des infractions comme le harcèlement sexuel ont été introduites. Enfin, les législateurs ont inscrit la responsabilité pénale des personnes morales. Fin de la fête à Lillehammer. À l'heure des bilans, on retiendra le sourire des Norvégiens et leurs 10 médailles d'or. Côté français, c'est la grimace, 5 médailles, dont 4 de bronze. En revanche, les industriels, notamment Rossignol, se frottent les mains. La plupart des athlètes ont gagné leur médaille d'or avec des skis français. Pour la première fois en 45 ans, l'Alliance Atlantique a donc ce matin ouvert le feu. 4 avions qui avaient pénétré dans l'espace aérien bosniaque en violation avec les résolutions de l'ONU d'avril dernier ont été abattus. Ils appartenaient aux forces serbes basées en Bosnie. À en croire l'OTAN, c'est la première fois que des avions violaient ainsi le ciel bosniaque et non plus des hélicoptères. Officiellement, cette action aérienne n'a rien à voir avec l'opération en cours à Sarajevo. Les explications de Jean-François Gringoire. Très tôt ce matin, 2 F-16 américains décollent direction la Bosnie. Une mission de plus pour voir si l'interdiction du survol de l'espace aérien bosniaque est bien respectée par tout le monde, à commencer par les Serbes. Vers 6h45, sur les radars des 2 pilotes américains, apparaissent 6 avions serbes surpris en plein survol de la Bosnie après avoir bombardé un dépôt musulman. Suivant la procédure, les Américains leur ordonnent d'atterrir. Les Serbes refusent. À 6h48, les F-16 américains abattent 4 des 6 avions serbes. En appliquant strictement une résolution de l'ONU, l'OTAN, pour la première fois de son histoire, vient d'utiliser la force. On a dit qu'on ne tolérera pas les violations. Alors c'était les premières violations qu'on a observées. On a fait ce qu'on a dit. C'est-à-dire il faut que chacun comprenne que nous sommes sérieux, que nous faisons ce que nous disons. L'avertissement vaut aussi pour les chars serbes qui se trouvent toujours dans le périmètre de sécurité autour de Sarajevo. En revanche, l'avertissement ne semble pas concerner encore les Serbes qui ont bombardé Tuzla et Maglaï en toute impunité aujourd'hui, sans aucune représaille pour l'instant.
Tout a été fait pour éviter cet affrontement, a voulu rappeler Bill Clinton, tout en soulignant que cette violation de l'espace aérien bosniaque avait été beaucoup trop sérieuse pour rester les bras croisés. Affirmant que ceux qui ont survolé la Bosnie, en violation des résolutions de l'ONU, portent l'entière responsabilité de ce qui s'est passé, la Russie approuve de façon implicite ce qu'a fait l'OTAN. C'est dans ce contexte que Radovan Karadzic est arrivé ce soir à Moscou pour un soutien russe dans le processus de paix. Le leader des Serbes de Bosnie préférant minimiser la portée de l'avertissement donné par l'OTAN. Et ce soir, le ministère des Affaires étrangères russe précise que cette visite n'a pas de caractère officiel. On ne sait pas si M. Karadzic sera reçu par Boris Yeltsin. Jacques Rupnik, bonsoir. Vous êtes l'un de nos meilleurs connaisseurs du monde balkanique et particulièrement de la Serbie. À Belgrade, ce soir, le vrai patron des Serbes, le président Milošević, dont on parle bien peu ces temps-ci. Le président Milošević est-il, à votre avis, surpris par la fermeté de l'OTAN ? Oui, il est sans doute surpris par cette fermeté, parce qu'il faut bien dire que depuis 2 ans, les Serbes ont bombardé Sarajevo, ont conquis un tiers de la Croatie et la moitié de la Bosnie sans riposte occidentale. Il y avait l'aide humanitaire occidentale, les casques bleus qui la protégeaient, mais en gros, les Serbes ne couraient pas de grands risques. C'est la première fois qu'il y a une riposte occidentale, et je pense que donc, de ce point de vue, les Serbes qui étaient habitués à voir les Occidentaux reculer voient pour la première fois une résistance sérieuse. Il s'agirait donc d'un test de la fermeté occidentale, ce survol ce matin à l'aube par des appareils serbes ? Certainement, parce qu'on a bien vu qu'au moment de l'ultimatum sur Sarajevo, les Serbes avaient reculé, mais en même temps, ils avaient intensifié leurs actions dans le reste de la Bosnie. Donc, visiblement... Comme aujourd'hui, d'ailleurs. Comme aujourd'hui. Ouais. Ils bombardaient tout cela. Donc, il y a véritablement un bras de fer, un test psychologique. Et M. Karadzic, qui est un psychiatre, oui, n'est-ce pas, visiblement, dans ce test psychologique, a été pris au dépourvu. Car la dissuasion, c'est une affaire de psychologie. Je crois que l'OTAN a voulu montrer que l'ultimatum qui a été donné autour de Sarajevo n'était pas une affaire ponctuelle, qu'il y avait un véritable tournant dans l'attitude occidentale et que les Serbes devaient prendre en compte cette nouvelle attitude occidentale. Alors on dit les Serbes, on dit Karadzic, on ne parle plus de Milošević. Jusqu'où est-ce que Karadzic, donc, qui est officiellement le patron des Serbes de Bosnie, applique-t-il ou non la politique de Milošević, patron des Serbes serbes ? C'est la grande question. C'est vrai que depuis 2 ou 3 ans, on avait une sorte de partage des rôles. Milošević disait « Moi, je suis un homme de paix, mais il y a ce turbulent Karadzic en Bosnie qui m'empêche de conclure. » Et Karadzic lui-même disait « Mais moi, je suis un homme de paix, mais il y a mes miliciens, il y a le Parlement de Palais qui m'empêche de conclure. » Mais alors, depuis quelque temps, il n'y a même plus cette espèce de duo alors, c'est vrai que depuis quelque temps, depuis quelques mois, Milošević a réussi à imposer Karadzic comme un interlocuteur respectable pour les Occidentaux, comme quelqu'un qui était prêt à signer le plan de paix proposé par l'ONU et par la communauté européenne, et ceci dans un contexte où il faut bien voir que le principal problème était la recrudescence des combats du côté musulman. Les musulmans étaient la partie qui refusait de signer cet accord de paix. Ils avaient l'impression qu'ils pouvaient reconquérir le terrain perdu par les armes et qu'il fallait lever l'embargo sur les livraisons d'armes et que les musulmans pouvaient donc redresser la situation. Et on avait une situation bizarre où Karadzic et Milošević passaient presque pour des modérés prêts à signer, alors que les musulmans refusaient. Alors je crois que ce qui vient de se passer, l'avertissement donné aux Serbes, est aussi une façon de rassurer les musulmans. C'est une façon de leur dire, si vous signez cet accord de paix sur la Bosnie, vous serez protégés. Les zones de sécurité que nous vous promettons ne seront pas seulement accompagnées de quelques casques bleus humanitaires. Non, il y aura une vraie protection aérienne de ces zones de sécurité. Alors l'autre surprise aujourd'hui, c'est l'attitude de Moscou qui n'a pas condamné l'OTAN et qui a même implicitement soutenu l'action aérienne de ce matin. Dimitri Yakouchkine, bonsoir. Vous êtes l'un des plus influents éditorialistes de Moscou. Est-ce que pour vous, il s'agit d'un virage dans la position russe vis-à-vis des Serbes ? Je crois que pour le moment, la réaction russe est très prudente. Il y a une certaine ambiguïté. On ne condamne pas l'OTAN, mais en même temps,
on sait que les vols sont interdits. J'espère que la réaction sera prudente. Vous avez évoqué la possibilité d'une rencontre entre Yeltsin et Karadzic. Je ne crois pas. Parce que Yeltsin, aujourd'hui, il est très occupé par les problèmes de la politique intérieure. Et en principe, je dois dire que le problème de la Yougoslavie ne touche pas l'opinion publique ici. Ah bon, en tout cas, pas comme en Occident. Parce qu'on a beaucoup dit ici qu'il y avait cette solidarité slave qui jouait à fond et que, bien évidemment, les Russes étaient extrêmement concernés par la situation serbe. Vous nous dites plutôt... Oui, je crois que parler d'une complicité particulière, c'est un peu trop. C'est une explication peut-être utilisée par l'Occident, mais c'est une explication, à mon avis, très médiatique. C'est très facile à vendre ça au public. L'opinion publique, oui, bien sûr, il y a des gens qui sont concernés par les problèmes de la politique extérieure, y compris par les situations en Yougoslavie. Mais ce sont plutôt les gens qui prennent les décisions, c'est pas... les hommes de la rue. Ce conflit ne touche pas, je répète, l'opinion publique ici. Mais il y a quand même, pardon, je vous interromps, il y a quand même la surenchère de M. Zhirinovsky et de ce qu'on peut appeler rapidement l'extrême droite russe, nationaliste, panslave. Vous savez, je crois que c'est un peu exagéré. C'est un peu exagéré. À mon avis, Zhirinovsky, c'est quelqu'un qui... disons, laissons Zhirinovsky. Est-ce qu'il va voir Karadzic, lui? Est-ce qu'il va recevoir Karadzic? Pourquoi pas? Mais ça ne touche parce que Zhirinovsky, ce n'est pas un joueur important quand même. Même avec sa position au Parlement, peut-être ils vont avoir une rencontre. Il l'a vu déjà, d'ailleurs, il y a quelques semaines. Mais je veux dire que la Russie veut jouer, bien sûr, un rôle important dans ce conflit. Et la Russie compte pas pour des raisons historiques, pour toutes raisons possibles, sur la partie serbe. Et je dois dire encore une chose qui est très importante pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, en tout cas dans les esprits de beaucoup de gens ici. Qu'il y a une nostalgie pour une réussite, il y a une nostalgie pour le succès. Il y a eu beaucoup de joie à propos, par exemple, des médailles d'or gagnées par les sportifs russes pendant les Jeux Olympiques. C'est le record, hein? C'est le record. Oui, et la même chose pour les réussites sur le plan de la politique extérieure. Je dois dire que la démarche, l'initiative de Yeltsin avancée il y a une semaine, a été approuvée par toute la classe politique ici, y compris par Zhirinovsky. Il y a une nostalgie pour un succès, il y a une nostalgie pour le consensus à l'intérieur de ce pays. Jacques Rupnik, précisément, jusqu'où les Serbes sont-ils à leur tour dépendants d'un soutien russe sans faille et sans nuance? Je pense que les Serbes ont bien utilisé une certaine sympathie russe, disons, pour limiter les dégâts. Au Conseil de sécurité, ils comptaient toujours sur la Russie pour modérer certaines résolutions ou pour s'assurer qu'elles ne seront pas appliquées. N'oublions pas que la zone de non-survol en Bosnie a été violée plus de 1000 fois. Donc, ils avaient l'impression qu'ils pouvaient compter sur la Russie. Ils avaient aussi l'impression, il y a 15 jours, lorsque les casques bleus russes sont arrivés à Sarajevo, que cela fournissait une certaine protection. On voyait mal, effectivement, les Occidentaux bombarder Sarajevo avec le risque, par exemple, de tuer des soldats russes. Donc les Serbes considéraient que la présence russe sur le terrain était une bonne chose pour eux et ils ont accueilli en frères, n'est-ce pas, les casques bleus russes, alors que la population musulmane de Sarajevo, au contraire, les voyait avec la plus grande méfiance. Donc je pense que les Russes, en même temps, ne peuvent rien entreprendre dans la conjoncture internationale actuelle sans les Occidentaux. Aller à la rupture sur la question de la Serbie, ça n'a pas de sens. Les enjeux internationaux pour la Russie sont beaucoup plus importants et c'est vrai que mourir pour la Bosnie n'est pas une cause très populaire à Moscou aujourd'hui. Dimitri Yakouchkine, est-ce qu'on peut imaginer que la Russie envoie plus encore de casques bleus sur le terrain en Bosnie et ailleurs dans l'ex-Yougoslavie? Oui, mais pas beaucoup plus. On a déjà pris une décision d'envoyer un renforcement.
mais pas beaucoup plus, je ne crois pas. Non, je ne crois pas que ce sera une idée populaire, mais ce sera discuté, bien sûr, par le Parlement. Dernière question, oui, allez-y. Mais vous avez raison, peut-être. Il y a une certaine affinité entre les Serbes et entre les Russes. Et pourquoi pas, c'est bien si on a des affinités historiques ou morales, psychologiques, philosophiques avec des peuples. C'est bien, pourquoi pas. Si on peut utiliser ça pour établir la paix, pourquoi pas. Les autres partis, ils ont des liens beaucoup plus étroits avec d'autres pays, avec les Occidentaux. Jacques Rupnik. Oui, j'allais dire qu'il y a plus qu'une affinité, il y a aussi peut-être un certain parallélisme dans les situations, car le problème de la Russie après l'éclatement de l'URSS est à certains égards similaire à la situation des Serbes après l'éclatement de la Yougoslavie. Justement là-dessus, une toute dernière Serbes aujourd'hui, Jacques Rupnik, il y a 25 millions de Russes en dehors des frontières de la Russie, oui. Et peut-être la raison pour laquelle la Russie a été si prudente jusqu'à maintenant dans l'affaire yougoslave et n'a pas voulu trop condamner la Serbie, parce qu'elle ne sait pas si demain, elle n'aura pas employé certains moyens forts pour défendre ses propres minorités en dehors de la Russie. Un mot rapidement sur la situation en Serbie même. On en parle très peu, en fait, depuis la dernière élection, qui a donc été gagnée par Milošević. On parle très peu des souffrances et des privations des Serbes eux-mêmes. Le régime Milošević n'est pas affaibli pour autant. Le régime est affaibli, mais il a joué sur deux ressorts. D'une part, le sentiment d'isolement a profité en quelque sorte à Milošević, qui a pu souder la population autour de son chef. Il a dit « nous sommes isolés, nous sommes incompris, nous sommes les éternelles victimes de l'histoire ». Ça, c'est un discours que les Serbes connaissent bien et qui résonne fort dans la population serbe. Pas auprès des intellectuels, pas auprès des élites urbaines, mais dans la population des campagnes, dans les usines. Je pense que ce discours tient bon. Et puis d'autre part, il n'y a pas d'alternative à Milošević sur la scène politique serbe. Je crois que ça, c'est le grand problème de la Serbie. Il n'y a pas une opposition démocratique crédible aujourd'hui qui puisse postuler à la relève. On l'a vu aux dernières élections au mois de décembre. Pour la troisième fois, Milošević s'est fait élire, certes dans des conditions où il domine les médias, il contrôle la situation, mais il a pu quand même démontrer une fois de plus qu'il n'y a pas d'alternative à son pouvoir. Jacques Rupnik, Dimitri Yakouchkine, merci. Je rappelle, Jacques Rupnik, le titre de votre dernier ouvrage, De Sarajevo à Sarajevo, aux éditions Complexes. Nous restons entre Paris et Moscou. Voyons maintenant, comme chaque lundi, avec Guy Lagache, à la hausse et à la baisse, le palmarès de ceux qui ont fait l'actualité ces jours-ci. Jean-Marie Colombani les a unis. Les journalistes du Monde ont fait leur choix. Le directeur adjoint de la rédaction du quotidien est leur candidat pour remplacer Jacques Le Sourn à la tête du journal Le Monde. Une candidature approuvée à plus de 65% des voix qui doit être maintenant soumise aux autres sociétés de personnel et associée pour un vote final le 4 mars prochain. Sale temps pour les espions. En pleine affaire Ames, un agent de la CIA accusé d'espionnage au profit de Moscou, les deux grands se débarrassent tour à tour d'agents secrets trop embarrassants. Aujourd'hui, c'est la Russie qui expulsait un diplomate américain jugé persona non grata par le gouvernement de Boris Yeltsin. Vendredi, ce sont les États-Unis qui sonnaient le glas en renvoyant vers Moscou un diplomate responsable des services de renseignement de l'ambassade de Russie à Washington. C'est la première fois depuis 1986 que les deux blocs se renvoient leurs espions. Des mesures d'expulsion qui interviennent après l'arrestation d'Aldrich Ames, un agent double américain qui aurait travaillé pour l'Union soviétique puis la Russie. Comme l'affaire Ames s'est déclenchée dans la guerre froide, mais se termine dans une ambiance quand même de relations normales entre Russes et Américains, la valse est limitée. On m'expulse quelqu'un, j'expulse immédiatement quelqu'un d'autre. Mais ça se joue maintenant par unité, alors qu'avant ça se jouait quelquefois par dizaines. L'affaire ne devrait pas aller plus loin. En échec, on appelle ça un échange de pions. Rapidement encore, les tendances des marchés financiers aujourd'hui. Et un coup de cœur pour terminer ce journal, un coup de cœur en vert, blanc et rouge pour un pays dont on ricane un peu trop volontiers de ce côté-ci des Alpes. Pas d'État, pas d'énarque,
La combinazione, la corruption, la mafia, les spaghettis, la télé, j'en passe, des meilleurs et des pires, eh bien les Italiens nous ont sacrément damné le pion olympique. Viva l'Italia, 4e nation pour le nombre des médailles à Lillehammer. Ils ont eu au moins aussi froid que nos champions, et quelle classe! Bravo Madame Di Centa qui a battu 2 fois les Nordiques dans leur spécialité, Madame Compagnoni qui a transformé en or son slalom géant, bravo à Isolde Kostner, 2 fois médaille de bronze et elle n'a que 17 ans, bravo à l'extraordinaire équipe de relais en ski de fond, bravo à Alberto Tomba qui n'a pas gagné le slalom messieurs mais qui dans une 2e manche époustouflante nous a tous emportés. L'Italie, 7 médailles d'or, 5 d'argent, 8 de bronze. Mais quel est donc leur secret? Dans un instant, la météo de Florence Klein. Et puis tout de suite, Extérieur Nuit, le magazine du cinéma sur la 3. Demain, notre journal est à 22h05. Très bonne soirée. De Gaulle et l'Afrique noire, ces choix d'hier font notre histoire. Grand sorcier de la politique dialectique, il espérait sauver notre empire tout en faisant place à l'indépendance. Ils veulent l'indépendance! Qu'ils la prennent! La force d'une parole prophétique. Mardi 22h35, les brûlures de l'histoire. Charles l'Africain sur France 3. Il est sympa. Il est sympa, c'est un bon présentateur. Moi j'aime bien, il est reposant. Il est gentil et honnête. Honnête, je pense, oui. Il en a le physique en tous les cas. Sur quelle radio il vient? RMC. Ah bon? Ah ben encore mieux alors. Bah, c'est super. Je vous donne rendez-vous à 10h sur RMC. 950 francs seulement. Pour 950 francs hors taxe, tout compris, Cybelle vous propose 5 logiciels de gestion sous Windows spécialement conçus pour les petites entreprises. Regardez avec moi. Prospect, immobilisation, paye, facturation et stock et toute votre comptabilité. Ils sont reconnus par des experts comme les plus simples et les meilleurs de leur catégorie. Avec Cybelle, votre gestion est tellement simple. Alors n'attendez plus. Téléphonez vite au 05 308 308. Évitez les surprises, ne jouez plus avec vos nerfs. Dès maintenant, tapez 3615 France 3 pour calculer le montant de vos impôts. Faites pousser vos idées. Bonsoir, demain nous serons le 1er mars. Eh bien, il faudra avoir un petit peu de patience pour avoir un temps de printemps. Nous avons beaucoup de nuages. Une première perturbation qui a terminé sa course aujourd'hui sur l'Est et qui a donné de la pluie. Beaucoup d'instabilité que l'on voit ici. Nous avons une dépression, une goutte froide qui s'est creusée en altitude avec donc beaucoup d'averses, avec même quelques orages. Et puis nous avons cette perturbation qui remonte lentement et qui va atteindre le sud-est à partir de la fin de nuit. Et également une autre perturbation en provenance de l'Atlantique cette fois-ci et qui touchera la Bretagne dans l'après-midi. Donc ces pluies arriveront dès le matin sur tout le quart sud-est de la France et puis dans l'après-midi, elles vont s'éloigner peu à peu. On va donc les retrouver sur l'extrême sud-est. Sur la Provence, le Mistral va se lever, il soufflera jusqu'à 50 km/h et donc nous verrons le retour des éclaircies, de même qu'avec la tramontane qui soufflera jusqu'à 70 km/h. La prochaine perturbation, la voici. Elle va donner dans un premier temps des nuages élevés avec une clarté plutôt agréable. Ce sera une relativement belle journée sur toutes ces régions. Et puis toujours de l'instabilité sur le Nord-Pas-de-Calais avec quelques averses ainsi que sur toute la façade Est. Et puis partout ailleurs, eh bien, beaucoup de nuages. Nous aurons énormément de brouillard le matin. Il devrait se dissiper en fin de matinée. Et puis nous garderons tous ces nuages bas avec de rares éclaircies. Les températures, elles sont douces. Là, nous avons une petite approche du printemps en tout cas, avec des températures supérieures aux normales saisonnières, même si elles sont en baisse. Nous sommes à peu près 4 degrés au-dessus des normales. Des températures qui seront comprises demain entre 10 et 13 degrés sur la moitié nord du pays et entre 12 et 17 degrés sur la moitié sud. On voit cet air maritime qui est beaucoup plus doux, qui donne des températures assez agréables sur les côtes méditerranéennes. Demain, surtout n'oubliez pas de fêter la Saint-Aubin. Si vous voulez retrouver des détails
sur le temps de votre département, vous composez notre numéro de téléphone. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée avec nous sur France 3. Faites pousser vos idées. En temps réel sur les tournages, tout de suite avec Extérieur Nuit, le magazine du cinéma façon France 3. Quand vous avez très mal à la tête, il vous faut un maximum d'aide en un minimum de temps. Aspro 500 effervescent est un médicament qui contient de l'aspirine, conçu pour agir vite, comme une douche apaisante dans votre tête. Aspro 500 effervescent, antidouleur express. Avis à tous les enfants. Parmi cette bande de Zoulous excités se trouve peut-être votre papa. Et s'il vous dit que de son temps on ne se battait pas, mon œil. Alors les gars, qu'est-ce qu'on lui coupe? On va voir un peu ce soir si on met des couilles molles. Évidemment, pour le camouflage, c'est loin d'être idéal. Je demande une trêve. Il y a un blessé. Jeudi 20h50, la guerre des boutons. Mais nous qu'on sait, on manquera pas ça sur France 3. Extérieur. Ce soir, dans Extérieur Nuit,